Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de venir à cette session sur Micronaut. Avant que je me présente, est-ce que vous connaissez déjà Micronaut, peut-être certains qui fait du Spring? Ok. Quarkus? D'accord. Bon, bah, ça correspond à peu près au public que j'ai en règle générale. Donc, on va parler un petit peu de Micronaut aujourd'hui, et puis plus spécifiquement de test ressources. Et vous m'en voudrez pas, je vais m'asseoir beaucoup dans la session parce que je vais faire des démos et c'est plus pratique pour le clavier quand même. Il y aura pas mal de démos. Donc je me présente, je suis Cédric Champeau, je travaille chez Oracle Labs, donc dans l'équipe Micronaut. Je travaille notamment sur tout ce qui est productivité développeur. Donc ça va concerner les plugins de build par exemple, et puis autrement tout l'outillage pour accélérer votre process de développement. C'est un petit peu ce que moi j'aime faire depuis quelques années. Donc avant en fait de rentrer dans l'équipe Micronaut, je travaillais par exemple chez Gradle où j'ai fait de ça mais en termes d'outils de build. Avant donc j'étais sur le langage Groovy. Donc j'ai fait pas mal de choses comme ça, toujours de l'open source dans ma vie, et ma passion à moi c'est un petit peu de vous rendre à vous, développeurs, la vie plus simple. Donc j'espère, si c'est pas le cas, vous venez me taper à la fin de la session, mais je préférerais pas. Vous pouvez me suivre sur Mastodon, je suis parti de Twitter, voilà, c'est fini. Et puis la petite photo qui est là, c'est parce que c'est mon loisir perso, donc vous pouvez me suivre là-dessus, je fais de l'astrophoto. Allez, on va commencer à parler de Micronaut. Donc qu'est-ce que c'est un Micronaut? On a tendance à le définir un petit peu comme un framework Java moderne pour développer des applications. Voilà, en gros c'est ça. Donc il va falloir qu'on définisse, parce que quand je vous disais ça, j'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire que moderne et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc en fait, moderne c'est dans deux différents aspects. Moi j'ai plutôt tendance à le présenter comme ça. Le premier c'est sur toutes les plateformes sur lesquelles on va développer. Aujourd'hui, quand on va développer des applications, ça va plus être déployé typiquement sur du cloud, alors qu'il y a 15 ans, on avait tous notre super serveur d'application qui mettait 25 minutes à démarrer, et voilà. On n'est plus dans ce monde-là, ça a changé, donc on a des applications, des frameworks qui doivent évoluer. Et on est un petit peu dans ce monde des microservices, et puis il y a tout un tas de différentes applications qui peuvent être développées. Et donc on va pas oublier non plus les applications classiques, donc ça ne vous empêche pas, typiquement avec Micronaut, de développer des applications de type CLI, donc ligne de commande. Et on va pas dire que vous avez tout le temps besoin de faire des microservices. Si vous voulez faire des monolithes, il n'y a pas de problème non plus. Tout est possible de développer, mais on va utiliser des technologies qui vont être plus modernes et toujours dans ce but d'améliorer votre productivité de développeur. Donc on va par exemple, quand on va développer des applications type microservices, par défaut on va utiliser des frameworks comme Netty qui sont relativement performants, ce genre de choses. Et puis les grosses nouveautés en termes de la façon de construire des applications. Donc là, il y avait quand même beaucoup de monde qui sont habitués à faire du Spring. Donc Spring, vous savez que ça fait beaucoup de choses à l'exécution. Quand l'application démarre, ça va mettre un certain temps, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses à introspecter. Il va y avoir des bins à introspecter, il va y avoir des proxys qui vont être générés, il va y avoir tout un tas de choses comme ça qui se font quand l'application est démarrée. Micronaut ne fait pas ça à l'exécution, il fait ça à la compilation. Donc il va ajouter tout un tas d'outillages qui permettent de déléguer du temps que vous aviez dans le démarrage de l'application ou à l'exécution de l'application, et on va le faire plutôt à la compilation, au moment où vous allez compiler, développer votre application. Donc ce qui nous impose aussi à nous d'avoir un outillage performant pour pas que vous payiez trop de temps à la compilation. Mais ça va donner un certain nombre d'outils relativement intéressants, je vais faire des démos derrière. Donc pour vous donner quelques idées de ce que va faire Micronaut à la compile, je parlais là dans Spring de tout ce qui est injection de dépendance. On va faire tout un tas de calculs au moment de la compilation, par exemple pour aller introspecter tous vos bins, connaître quels sont les différents types, etc., et générer toutes ces informations de façon à ce qu'on les ait de manière statique. C'est pareil dans Micronaut, on oublie tous les proxys, il y en a pas. Il y a 0 proxy, donc par exemple si vous mettez des annotations de type addTransactional, on va générer à la compilation des classes qui vont s'occuper de gérer les transactions, mais il n'y aura pas de proxy, et donc ça va avoir des avantages par exemple sur les stack traces, ce genre de choses. Voilà.
Je mets quand même cet aspect à la fin, reflection et class loader free, c'est intéressant pour un aspect dont je vais pas avoir trop le temps de parler aujourd'hui, mais je vais essayer de faire une démo si on a le temps. C'est tout ce qui est natif, Java natif. Donc vous prenez une application Java et vous les compilez en natif. C'est intéressant pour ça. Class loader free, ça veut dire en gros qu'on va simplifier le problème. Dans Micronaut, vous n'avez pas de hiérarchie de class loader ou ce genre de choses, pas de dynamique reloading de classe. On oublie tout ça, on a un class loader, tout est dedans. Voilà. Donc on a simplifié le problème et ça présente un certain nombre d'avantages. Je vous parlais de natif, donc là, qui a déjà entendu parler de GraalVM? Voilà, bon, bah. Donc GraalVM, vous devez le savoir, il y a en fait deux aspects au projet GraalVM. Il y en a un qui est en fait une machine virtuelle Java pure et dure que vous pouvez utiliser, qui va simplement, entre guillemets, avoir des optimisations différentes par rapport à d'autres distributions du JDK. Ça, c'est un aspect. Mais en règle générale, de nos jours, on insiste plus sur l'autre aspect de GraalVM, qui est le compilateur natif, qui vous permet de prendre une application Java et de le déployer sous forme d'une application native. Donc Micronaut, en fait, il s'intègre parfaitement avec GraalVM, et va vous permettre directement de compiler vos applications en natif. Donc les avantages que vous allez avoir derrière, typiquement, c'est, je prends un exemple classique, vous voulez déployer une fonction lambda, et ben une fonction lambda, plus elle va mettre du temps à démarrer, plus votre utilisateur qui va voir la première requête va payer le temps de réponse et le temps de chargement d'application. Donc c'est déjà une chose. Deuxième chose, une application native va prendre moins de mémoire en règle générale. Donc vous allez pouvoir utiliser des machines qui vont avoir moins de ressources, et donc payer moins. Donc tout ça, en fait, derrière, ce sont des ressources que vous allez économiser. Donc je vais pas trop insister là, parce que d'habitude ce talk, honnêtement, quand je le fais en jug, je mets 1h30. Là on a à peu près 50 minutes, il va y avoir quelques petites démos, et puis voilà, on va essayer de montrer un petit peu tous les avantages. Si j'ai le temps, je vous montrerai en natif ce que ça donne. Et si j'ai pas le temps, tant pis. Donc pourquoi en fait Micronaut s'intègre bien avec cette idée-là? C'est justement comme on fait beaucoup de choses à la compilation. En fait, quand on fait de la compilation native, il y a plein de choses que le natif aime pas trop. Donc tout ce qui est réflexion, tout ce qui est génération dynamique des proxys, ce genre de choses, ça passe relativement mal quand on a besoin de connaître tout le monde, le world en anglais, hein. Donc tout le monde, toutes les méthodes qui doivent être invoquées à l'avance, c'est super compliqué. Donc en fait, comme Micronaut élimine tout ça, on se retrouve dans des solutions qui sont plus simples. Ça, c'est juste pour vous donner une idée du temps de démarrage que vous pouvez obtenir si vous faites du natif. En fait, même on descend à moins maintenant sur Micronaut, on arrive à avoir des applications qui démarrent en 5 millisecondes. Honnêtement, c'est pas les applications qui vont se connecter à une base de données, parce que dans ce cas-là, c'est plus l'IO qui va prendre du temps, et donc ça va ralentir le démarrage de l'application. Mais sur une application de type CLI, donc ligne de commande, vous pouvez envisager d'avoir des applications qui vont être aussi rapides au niveau expérience utilisateur que je sais pas, une application codée en Go par exemple. Donc c'est relativement intéressant parce que vous restez avec le langage que vous préférez, Java. J'espère, non? Est-ce qu'il y en a qui font du PHP? Pourquoi vous rigolez? C'est pas gentil, franchement. J'en ai fait du PHP, c'est très bien. Donc l'autre sujet d'aujourd'hui, c'est test ressources, et en fait, je vais vous présenter Micronaut, et puis l'aspect test ressources, je vais l'intégrer relativement naturellement. Et l'idée, c'est d'avoir un système qui va vous simplifier quand vous allez développer ces microservices. Donc typiquement, quand vous faites une application, même un monolithe, vous allez avoir besoin d'une dépendance vers une base de données. Et donc il va falloir un instancier, il va falloir qu'elle tourne. Et comment vous faites tout ce setup, ou comment vous faites vos tests avec ça, ça reste relativement compliqué aujourd'hui. Donc il y a des technologies qui existent, comme Test Containers, qu'on va utiliser ici. Mais en règle générale, ça finit avec un wiki où on dit, tiens, sur la machine, il faut installer ça, il faut installer Docker, etc., etc., etc. Avec Test Resource, on va voir comment on peut simplifier tout ça. Allez, on commence les démos, et donc c'est le moment où je m'assois. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une interface qui s'appelle Micronaut Launch. Donc si vous êtes familier avec Start, Spring.io, c'est à peu près le même principe. Donc là, je vais vous la montrer directement dans le navigateur. Donc je vais sur launch.micronaut.io. Ah.
Network, il m'a déconnecté? Non, c'est bon. C'est juste que c'est long. Alors, donc là, on peut choisir les différents types d'applications. Donc là, je vais aller vite. Je vais prendre une application Micronaut classique. Donc là, c'est avec du Netty. On va faire du Java 17. L'implémentation, donc je vais prendre du Java. On peut aussi coder en Groovy ou en Kotlin. Il n'y a pas de support de Scala. Et pas de support de Rust pour ceux qui étaient avec la présentation d'avant. Donc là, je vais donner un nom à mon application. Donc on va faire to run tech. Je choisis le build tool. Donc moi, je vais choisir Gradle avec le langage, le DSL Kotlin. Et puis je choisis un package. Donc là, on va faire genre tech.torun. Donc ça, c'est les infos de base. Mais après, je vais ajouter des features. Donc par exemple, ici, je vais avoir besoin d'une fonctionnalité qui s'appelle Micronaut Data JDBC. Et puis derrière, je vais vouloir écrire des choses dans une base de données Postgres. Donc je rajoute le support de Postgres. C'est à peu près tout ce que je vais avoir besoin de faire ici. Et avec ça, en fait, je peux regarder ce que mon application va générer. Et donc par exemple sur le diff, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Si vous revenez plus tard sur la même interface et que vous rajoutez une feature, là il va vous montrer le diff, et donc ça vous permettra de savoir ce qu'il faut rajouter par exemple dans le fichier de build pour activer des nouvelles features. Donc ça c'est relativement simple. Derrière vous pouvez avoir la preview de ce que ça va vous générer, mais comme je vais vous le montrer dans l'IDE, on va aller plus vite. Et puis à la fin, on va soit pousser directement le projet sur GitHub, c'est pas ce que je vais faire ici, télécharger un zip, et la dernière option c'est la ligne de commande, parce que vous avez aussi une interface ligne de commande qui s'appelle MN, Micronaut, et donc vous pouvez l'utiliser directement pour générer les projets pareil. Donc là je vais utiliser l'interface web, mais en fait derrière ça utilise des microservices qui sont déployés sur différents clouds. Donc en fait il y a Oracle, il y a Google, Amazon, il ne doit pas y avoir Azure, je sais plus exactement, enfin bref. C'est une application Micronaut qui est déployée sur plusieurs clouds, sous forme de fonction. Et donc le back-end, il est partagé après entre différentes applications. Alors, je vais fermer ce petit projet-là. Close project. Et donc là, j'utilise IntelliJ. Vous pouvez aussi utiliser VS Code si vous voulez. Il y a des plugins spécifiques pour Micronaut et GraalVM. Et il y a des intérêts à les utiliser parce qu'en fait, ils ont même des fonctionnalités que moi je n'ai pas dans IntelliJ. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Mais typiquement, donc toutes les fonctionnalités d'intégration que vous voyez là, donc j'ouvre le projet directement dans l'IDE et tout fonctionne, vous avez la même expérience utilisateur sur VS Code et c'est gratuit. Donc voilà. Donc là je suis aussi sur la version Community Edition d'IntelliJ, donc j'ai rien de spécifique. Ceux qui utilisent la version Ultimate ont des features que moi j'ai pas. Sur Micronaut aussi. Allez, donc là, première rencontre avec un projet Micronaut, donc je l'ai importé, je peux vous montrer le fichier de build, mais pour l'instant on s'en moque un petit peu. Ce qui va être important, c'est regarder à quoi ressemble une application Micronaut, et voilà, c'est super impressionnant. Voilà, si vous êtes habitué à Spring Boot, ça ressemble à ça. Donc c'est un main, et donc j'ai un micronaut.run, et c'est à peu près tout ce que ça va faire. Je peux cliquer ici sur Run, et on va voir qui délègue l'exécution à Gradle, et mon application est démarrée. Voilà, bravo, vous avez lancé votre première application Micronaut. Bon, c'est pas super passionnant, hein, on est d'accord. Donc là, en fait, dans la démo, on va essayer de compléter tout ça, et puis faire une vraie application Micronaut qui va avoir un accès à une base de données, et des contrôleurs, des repositories, ce genre de choses. Donc là, je vais commencer par créer. Moi, je suis pas un spécialiste du développement, contrairement à vous, je suis un spécialiste entre guillemets de l'outillage. Donc tout ce que vous pouvez faire en termes de développement d'application sera toujours mieux que moi, de modeling, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc là, la démo que je fais régulièrement, c'est des histoires de quotes, donc les citations en anglais. Et donc je vais vouloir faire une application qui va enregistrer des citations. Donc une citation, je vais d'abord lui donner un ID, parce que c'est quelque chose que je vais enregistrer en base de données. Et puis derrière, je vais avoir la citation en elle-même, et puis l'auteur. Ok ? Donc ça, c'est un record dans Java 17, pour ceux qui ne sont pas familiers, j'ai pas besoin de créer les getter setter.
Et derrière, je vais utiliser une annotation qui s'appelle mapEntity qui va permettre de savoir à Micronaut que en fait il va falloir stocker ça en base de données. Et puis je vais rajouter des annotations pour mon ID. Donc là, je vais dire que c'est un ID. Hop, j'importe. Et puis c'est une generated value. Donc on va faire auto pour l'instant, hein. On ne devrait pas faire ça, mais voilà. Je pourrais rajouter des annotations de type not null, ce genre de choses, validated. Il y a plein de différentes annotations qui existent, mais là, aujourd'hui, on n'a pas franchement le temps d'aborder ce sujet-là. Donc là, je vais juste faire le minimum syndical. Et donc j'ai mon objet domaine, et maintenant je vais vouloir stocker ça dans une base de données. Donc je vais créer une interface que je vais appeler le quote repository. Et je vais lui faire étendre une autre interface qui s'appelle CRUD repository, et qui prend deux paramètres, le type de l'entité, donc ici c'est quote, et le deuxième c'est le type de l'ID de l'entité. Et donc là je vais simplement la noter avec @jdbc repository, je vais lui donner un paramètre qui est le dialect Postgres. Donc je vais juste faire maintenant ça va causer avec du Postgres. Et je vais implémenter une seule je vais juste surcharger une seule des fonctionnalités ici. D'ailleurs j'ai pas besoin de l'implémenter, j'ai juste besoin de la surcharger. Parce que pour les démos, je trouve ça plus pratique d'avoir une liste sur le find all que un iterable. C'est juste plus pratique à utiliser. Mais bon, vous pourriez utiliser des types réactifs ici, tout ça est supporté évidemment par Micronaut. Ok, donc là ça y est, j'ai implémenté quelque chose qui est capable de parler à ma base de données. D'accord? Donc j'ai pas besoin d'aller implémenter et lui expliquer comment on va sauvegarder les choses, mais ça il va falloir que je vous le démontre. Et donc comment on démontre? On écrit des tests. Donc là, par défaut, Micronaut avait généré un test, mais qui ne fait pas grand chose. Il faisait juste vérifier que l'application démarrait. Donc là, je vais remplacer, enfin je vais pas remplacer d'ailleurs, je vais rajouter, je vais faire une annotation @inject, et puis je vais mettre mon quote repository. D'accord? C'est tout ce que je fais. Et puis je vais changer le test pour vérifier que ça marche. Et puis on va faire un var quote égale new quote. Et donc là, comme c'est pas encore en base de données, pour l'ID je mets null. Et puis on va dire Micronaut, c'est cool. Et puis hop, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Donc là j'ai ça, et je veux stocker cet objet là en base de données. Et ben donc je vais utiliser mon quote repository, je vais faire un save du quote, et ça va me renvoyer ma saved quote. Donc l'enregistrement. Et donc là je vais, comme il faut jamais croire un test qui passe du premier coup, je vais faire exprès de mettre une insertion qui ne marche pas. Donc je vais faire un assert null de saved quote. Et pour ceux qui suivent, je vais mettre quoi là? ID, voilà, par exemple. Ça va? Ok. Bon, bah on va lancer ce test. On va voir ce qui se passe. J'espère qu'il va planter. Donc là, vous pouvez voir ce qui se passe dans IntelliJ quand en fait on lance, il lance Gradle derrière, et j'ai fait exprès de cliquer directement sur le premier nœud là, parce que sinon en fait il se passe quelques secondes pendant lesquelles on voit pas ce qui se passe. C'est juste IntelliJ qui casse, qui se passe des choses, qui cache par contre, qui se passe des choses derrière. Donc là mon test il a planté, comme je l'attendais. Au passage, voilà, je vais avoir un petit rapport de test, mais c'est bien nul au lieu de 1. D'accord? Je vais revenir ici, et donc là je change mon insertion. Assert not null. Je relance mon test. Donc là je vous disais, je clique ici pour voir ce qui se passe. Et en fait, on voit qu'il s'est passé des choses. Maintenant mon test passe. Bon, ça va? Donc en quelques minutes, on a déjà fait une première application Micronaut qui va simplement stocker des entités dans une base de données PostgreSQL. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous ai pas dit derrière tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai cachées. La première chose, c'est que j'ai pas de base de données Postgres sur ma machine. En fait, il n'y a rien. J'ai juste Docker qui est disponible. Et donc là, si on regardait et qu'on trichait, qu'on voyait ce qui se passe ici, on aurait vu un moment que j'ai test containers, bah là on le voit d'ailleurs, hop, qui a lancé un conteneur Docker Postgres.
Et en fait, j'ai rien eu à configurer pour que ça fonctionne. Donc c'est ça, Micronaut Test Resource, c'est exactement ça. Il a su que il y avait besoin d'un Postgres pour lancer les tests, donc il l'a fait de manière transparente. Et ça a mis un petit peu de temps. C'est pour ça qu'en fait, au démarrage, là, ça mettait quelques secondes pour le faire. C'est pas super pratique, mais du coup, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce qui se passe quand on va en ligne de commande. Donc là, je passe sur le terminal. Et donc, au lieu de passer par IntelliJ, je vais faire un Gradle, donc test. Donc là, il va me relancer les tests et on voit bien ce qui se passe. Là, j'ai un service qui vient d'être démarré, qui s'appelle le service de test de ressources. Ou le service de ressources de test en français. Ce service-là, il fournit de quoi lancer le Postgres en tâche de fond. Et puis là, ça s'est arrêté, et donc ça a mis 5 secondes. Maintenant, ce que je veux montrer, c'est quelque chose qui est relativement sympa avec Gradle et Micronaut, c'est si je rajoute le "-t" qui est là. Donc ça va être pour tous les amis du TDD. Il y avait une conférence qui en parlait ce matin. Le TDD, moi je fais pas forcément que du TDD, je fais un petit peu tout ce que je veux D. Et ça marche relativement pas mal, mais là par exemple, là il s'est mis en attente. Donc là il suffit que je change mon test, et donc là par exemple je fais assert null, je reviens ici, je sauvegarde mon fichier, ça exécute directement, et en fait ma base de données elle est restée lancée derrière. Donc là je peux faire assert not null, je remets, j'enregistre, le test est exécuté et ça passe. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'en fait mon conteneur Postgres qui est derrière, il est resté allumé alors que je suis encore en train d'exécuter et d'écrire mon code. Donc c'est quelque chose qui est relativement pratique en termes de développement, puisque je vais plus payer le coût de relancer à chaque fois tous les conteneurs de test quand je vais faire mon dev. Je vais simplement faire ça. Je me mets en mode continu, ça s'appelle comme ça dans Gradle, mode continu, et puis je vais lancer mes tests au fur et à mesure. D'accord ? Si je lance, si j'arrête ici et que j'interromps ma build, le conteneur, ça y est, il a disparu. Donc il n'y a plus rien, il faudra qu'il en recrée un nouveau. Donc dans les choses que je vous ai pas dit non plus, et pourquoi ça marche, donc par exemple là j'aurais pu vérifier que l'ID c'était 1, parce que dans Postgres ça va toujours être 1 je crois la première valeur. Par défaut dans Micronaut, tous les tests sont transactionnels. Donc vous avez une propriété ici que vous pouvez mettre, qui est transactional à false, et dans ces cas-là, ça sera votre responsabilité que faire les rollbacks dans chaque méthode. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que par défaut, sur chaque méthode qui est exécutée, il va y avoir du rollback. D'accord ? Allez, on va continuer à découvrir un petit peu Micronaut, parce que cette fois, on va vouloir écrire une API web, donc une API REST, et donc il va falloir que je crée un contrôleur pour parler à ma base de données et pouvoir enregistrer ces fameuses quotes. Donc cette fois-ci, je vais créer un quote controller, qui est une classe. Donc cette fois-ci, ça n'est pas une interface, mais je vais simplement la noter sur controller. Je vais lui dire que ça va travailler de base sur le slash. Et puis, je vais lui faire communiquer directement avec mon code repository. Tac, hop. Et donc là, c'est tout. Voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir avoir accès à ça. Donc c'est comme ça que va se faire l'injection de dépendance, c'est par le constructeur. D'accord ? Dans le test, j'utilisais @inject parce que j'utilisais sur un champ, mais autrement, il y a la possibilité de le faire injection par constructeur, ce qui nous est plutôt ce qu'on recommande. Et puis donc là, il va falloir que je mette des méthodes. Donc je vais, hop, c'est là que je vais utiliser mon liste de quotes. Et puis on va dire list all. Allez, list. Comme si je voulais utiliser AWT list. Et puis donc là, ce que je vais faire, c'est quote repository.findAll. Je vais la noter avec @get. Et puis je vais dire sur /list par exemple. D'accord ? Là, je vais repasser sur ma console et je vais faire un Gradle-t run. Donc -t, vous vous souvenez, c'est mode continu. Et on va voir ce qui se passe. Donc, on voit déjà que hop, il m'a relancé le service de test. Mais donc maintenant, ça veut dire que si je fais un http get sur mon port 8080 avec un /list, j'espère qu'il va se passer quelque chose et qu'on va retrouver, voilà, une liste vide.
C'est normal, j'ai encore rien inséré. C'est un peu dommage, il faudra quand même que je rajoute une méthode pour insérer des choses dans ma base de données. Donc là, je vais faire un bon, pas void d'ailleurs, on va faire un quote add avec, on va avoir besoin du quote et puis de l'auteur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est quote repository, save, et donc on va faire un new quote. Et donc je vais mettre null sur le premier, quote, auteur. Ok? Ça va? Personne n'est perdu? Très bien. Peut-être qu'ils sont encore en digestion. Bon maintenant, donc là j'ai juste fait save et hop, je vais faire, non je vais pas faire un curl parce que c'est un petit peu, faire http post, et comme je suis un peu fainéant, je vais aller chercher des choses que j'avais déjà fait ici. Hop, et donc là, c'est pas books. Non d'ailleurs j'ai oublié un paramètre ici, je vais lui mettre un /add. Ça sera mieux. Et donc là, ça va être /add, simplement. Et donc le quote, c'est presque le même. Et l'auteur, Bob Dylan. Tiens, hop, voilà. Donc là c'est bon, il a enregistré. Donc là encore une fois, j'ai fait pas du TDD puisque j'étais sur l'implémentation d'abord. J'ai juste implémenté mon contrôleur. Et j'ai pu vérifier qu'il marchait juste en faisant des interactions ligne de commande. Et donc maintenant, je pourrais aller écrire mon test de mon contrôleur. D'accord, parce que je sais qu'il marche. Mais donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé mon conteneur, il était là, Postgres, il était démarré en tâche de fond. Et puis, comme j'étais en mode continu, le simple fait d'enregistrer, modifier, ça suffit pour que Gradle, Micronaut, tout ça se remette. Donc ça va super vite quoi. J'ai pas le temps j'ai juste besoin d'enregistrer. Le temps que je change de console ou de terminal ou que j'aille taper ma commande, ça a déjà rechargé en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle pour nous c'est vraiment un game changer parce que quand vous faites des tests dans Micronaut, vous avez accès à l'intégralité de l'application. On est beaucoup plus proche du test fonctionnel que du test unitaire. Vous pouvez injecter les différents bins directement, vous pouvez accéder à une vraie base de données, donc vous pouvez vraiment tester le comportement de votre application de A à Z. Et ça démarre super vite. Donc le coût des tests devient minime, et donc on peut écrire plus de tests et on peut vérifier correctement le comportement de l'application. Parce que par exemple, ce qui se passe souvent, c'est j'ai cette application qui utilise Postgres, mais pour que les tests aillent plus vite, on va pas utiliser Postgres, on va utiliser H2. Sauf que le comportement de H2, c'est pas forcément le même que Postgres. D'accord? Et donc on vérifie pas que notre application en prod va fonctionner de la même façon. Donc on sera obligé d'écrire des tests séparés, fonctionnels, one-to-one, pour aller vérifier que sur Postgres ça marche aussi. C'est un peu pénible. Donc là avec Micronaut, vous oubliez ça, vous faites vos tests, et tout va bien. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les vrais. Vous pouvez utiliser des mocks, si vous préférez. Vous pouvez implémenter des mocks, il y a des annotations pour faire des remplacements de bins, ce genre de choses. Mais on recommande plutôt de le faire comme ça. Voilà, simplement. C'est clair? Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Vous en foutez? Allez. Donc là, c'était votre premier contact avec Micronaut. J'espère que c'était sympa. Et je résume. En fait, ce qu'on a vu ici, c'est Micronaut Data JDBC. Pourquoi? Parce que j'avais cette annotation @JDBC repository. Donc il y a plein de Micronaut Data disponibles. Vous pouvez utiliser du Hibernate, des choses comme ça derrière. Donc là, moi, j'ai utilisé la version JDBC qui est la plus simple. Mais il y a d'autres choses qui sont disponibles. Vous pouvez faire, si ça vous amuse, vous pouvez écrire vos requêtes SQL tout seul, il n'y a pas de problème. Et puis l'autre partie, c'est Test Resource, qui est le sujet de cette présentation. C'est donc ce qui m'a permis de simplifier le développement sans avoir à me poser la question de comment, en fait, je fais la configuration. Donc comme ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que Micronaut ne fonctionne pas de manière magique. Il y a quand même un fichier de configuration. YAML pour le coup, sur la version 4 qui devrait sortir bientôt. Ça sera plus YAML par défaut, ce sera des points properties, simplement parce que YAML ça vient avec un runtime, ça vient avec des dépendances, et donc on essaie de minimiser au fur et à mesure. Mais en gros, retenez que ici vous avez la configuration de ma base de données. D'accord? L'accès à ma base de données, c'est là que c'est configuré. Et donc je lui spécifie pas de URL. Je spécifie pas du URL, je spécifie pas de username, password. Et c'est ça qui permet à Test Resource de savoir que lui, il a du boulot à faire. En fait, c'est lui qui va aller fournir automatiquement ces informations au démarrage. D'accord? Donc, si je rajoutais ici URL, c'est terminé, ça devient de la prod.
Donc vous allez me dire, bah, comment je fais pour avoir ma conf de prod? Bah, en fait, vous allez créer un deuxième fichier qui va s'appeler application-prod.yaml. Vous allez avoir les propriétés spécifiques de production. Et donc là, vous allez activer des environnements en prod. C'est quand même quelque chose d'important à préciser, sinon ça devient un petit peu trop magique. La magie n'existe pas, hein, je veux pas vous faire... Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? Quelques commandes, à savoir ça marche aussi sous Maven, mais ça marche moins bien, et moins vite. Sauf le -t, ça n'existe pas sous Maven, pas dans ce mode-là. Donc test, run, donc test pour lancer vos tests, run pour démarrer l'application directement. Et puis derrière, là j'ai pas eu le temps de vous en parler parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps. Le Start Test Resource Service, c'est quelque chose qui vous permettrait de le faire, de lancer ce fameux service de test de manière indépendante et qui survive même à plusieurs builds. Donc là c'est vraiment un truc qui va permettre de gagner en productivité si par exemple vous voulez éviter de relancer les conteneurs entre chaque build. J'ai pas pu non plus vous montrer la version native test, où là par exemple vos tests unitaires seraient exécutés, enfin compilés et exécutés sous forme d'un binaire natif, eux-mêmes, les tests eux-mêmes. Donc par contre ce que je vais montrer, c'est une deuxième démo avec MQTT. Donc MQTT, vous connaissez pas? Voilà. C'est en gros c'est pas très compliqué, moi je connaissais pas trop il y a quelques mois, mais l'idée ça va être de simuler un thermostat connecté. Alors, j'ai du mal à concentrer, à chercher mes dossiers pendant que je vous parle. Hop, c'est pas comme si j'avais 50 000 talks. Nous sommes à Tourentech, démo et MQTT. Alors, ça, c'est une application qui a deux composants du coup, parce que mon thermostat connecté, je vais avoir l'application par exemple qui va tourner sur le téléphone, et puis je vais avoir l'application qui va être sur le thermostat, qui va recevoir des ordres pour les commandes. Et en fait, pour les deux, ils communiquent avec un message bus, donc c'est MQTT. Et donc on envoie des commandes sur le bus, et puis après, il y en a un qui écoute, l'autre qui produit. Donc c'est relativement simple, donc j'ai deux applications, et vous imaginez dans votre tête deux repositories Git séparés. Et deux équipes séparées potentiellement. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est ouvrir l'application. Et donc l'application, elle, c'est une application Micronaut pareil, mais elle va avoir des annotations spécifiques MQTT. Donc là j'ai MQTT subscriber. Et en gros, voilà, mon application de thermostat reçoit des ordres sous forme d'un byte array. Et donc là, il est super intelligent, mon truc, il fait juste loguer la température. D'accord? Donc c'est pas, il n'y a pas grand chose à dire sur cette application, c'est tout ce qu'elle fait, recevoir des ordres de MQTT. Donc là, je vais lancer ça en tâche de fond. Et tiens, je vais profiter de ça, je vais faire un native run. Donc là, en fait, il va me compiler l'application sous forme de natif et l'exécuter en mode natif. D'accord? Donc c'est une application qui va être compilée spécifiquement pour mon architecture. Pendant qu'il fait ça, je vais aller ouvrir... Eh oh, pourquoi il veut plus m'afficher? Je vais aller ouvrir le client qui lui va se charger d'envoyer des ordres à mon thermostat. Donc là, le client, on peut regarder, c'est pareil, ça va être à peu près le même principe. Source main Java, pendant qu'il est en train d'importer, hop, je vais repasser en full screen. Et vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai un petit peu plus de choses, j'ai un publisher, donc il va publier sur le même topic, et il envoie les données. Et puis, comme c'est une application en ligne de commande, arrête de me poser des questions. Comme c'est une application en ligne de commande, eh bien j'ai des choses en plus, donc ça utilise Pico CLI, et donc c'est ça qui va permettre de gérer typiquement, wow, de gérer toutes les lignes de commande -t, -s, machin. Donc là, l'application elle permet d'envoyer soit en Celsius, soit en Fahrenheit, mais on s'en moque un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est que si je lance cette application main, par défaut, si je lui mets rien, elle va mettre une température à 20,5. Sinon, elle peut lire la température depuis une variable d'environnement. Et puis, à la fin, en fait, elle peut aussi le lire en fonction des paramètres que je lui passe en ligne de commande. Ok? Donc là, si je fais Grindle run, si vous avez suivi ce que je vous ai raconté, il devrait envoyer la commande 20,5 degrés
Et donc ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que mon thermostat de l'autre côté a bien reçu la commande. Donc, je vais fermer ce projet pour qu'on ne soit pas embêté dans la navigation. Close. Hop. Et donc je vais aller sur le deuxième, et on voit qu'il a reçu 20,5. Très bien, on vérifie que j'ai pas triché. Macron il a dit il faut mettre 19. On va mettre à 19. Il doit faire un petit peu plus froid ici, non, tu vois. 19, hop, c'est bon, j'ai reçu. Donc là vous avez une application serveur qui est compilée en natif, qui communique avec mon application qui pour le coup je l'ai lancée en Java pur et dur avec la JVM, et elle communique entre elles via ce bus MQTT. Et donc il y a une différence majeure par rapport à ma première démo. Est-ce qu'il y en a déjà qui l'ont repéré ou pas, la différence? Pourquoi est-ce que ça marche? Voilà, comment je démarre le serveur? Parce que là en fait j'ai rien précisé a priori de magique, j'ai deux applications qui sont séparées, qui tournent sur ma machine, mais elles ont réussi à partager le même conteneur. D'accord? Moi je me serais attendu, enfin moi je m'imagine dans votre position, à ce que en fait ça ne marche pas. Que j'ai un conteneur qui soit démarré du côté du serveur et un conteneur qui soit démarré du côté du client et en fait qui communiquent pas entre eux. Mais en fait la magie se trouve dans la configuration des test resources où je vais ajouter ici une option qui s'appelle Shared Server qui est faux par défaut. Et quand vous la mettez à vrai, ça veut dire partage les conteneurs entre tous les projets de la même machine. D'accord ? Donc là, ça marche relativement bien. Les deux projets utilisent Gradle, mais ça fonctionne même, par exemple, si vous avez une application qui utilise Gradle et l'autre qui utilise Maven, elles sont capables de communiquer entre elles, elles vont partager les mêmes ressources de test. Donc ça, c'est relativement pratique, typiquement, quand vous avez ce genre d'application, vous avez une équipe qui produit quelque chose, puis vous voulez juste tester, voir si ça marche vraiment, vous pouvez charger le projet, le lancer, et puis faire vos tests, lancer comme ça. Et donc avoir ça sans écrire des tests, c'est relativement pratique. Au passage, vous voyez qu'on commence à avoir des configurations supplémentaires, c'est parce qu'en fait le support MQTT dans Gradle, il y a plusieurs technologies qui sont supportées. Et donc là, en fait, il faut que je lui en donne un. Et donc je lui dis, tu vas utiliser HiveMQ comme étant le backend. Ok ? Allez, ça c'était la deuxième démo. Mais on peut faire encore mieux. Là, en fait, je vais partir sur un exemple avec Micronaut Email. Micronaut Email, comme son nom l'indique, ça permet d'envoyer des SMS. Non, des emails. Et en fait, il y a plein de technologies qui sont supportées, mais parmi celles supportées, il y a la bonne vieille SMTP. Moi, j'ai commencé là-dessus. Quand j'étais à la fac, on avait un client qui s'appelait MailX. Et je sais pas s'il y en a qui sont aussi vieux que moi qui ont fait ça. Mais on écrivait directement nos commandes SMTP. Et mon pseudo Mailix, ça vient de là, ça vient de MailX. C'est la déformation en français. Donc là, en fait, j'ai besoin d'une application qui va envoyer des emails. Et son implémentation, encore une fois, c'est relativement simple. Relativement simple, toujours pareil. J'ai juste un singleton. Et puis, ce singleton utilise deux propriétés, SMTP host et SMTP port, qui sont les coordonnées de mon serveur SMTP pour envoyer des emails. Et donc, on va utiliser JavaMail, et JavaMail a besoin de ces propriétés système pour pouvoir communiquer avec notre serveur SMTP. Ça chuchote beaucoup, c'est pas clair ce que je raconte ou si? N'hésitez pas à m'interrompre si c'est le cas. Donc là, j'ai besoin de deux propriétés, smtp.host et smtp.port. Bon, très bien. Et j'ai besoin d'un serveur SMTP de test. Alors, j'ai pas de bol parce que Micronaut Test Resource ne fournit pas ça par défaut. Il n'y a pas de support de SMTP. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est pas grave parce que j'ai un collègue sympa qui m'a dit mais je connais un conteneur Docker qui est relativement sympa qui s'appelle Gusta Fake SMTP. Et celui-là, c'est un serveur SMTP. Donc en fait, là, on va commencer à configurer des choses test resource. Jusqu'ici, on n'avait jamais rien configuré. Tout était fait, il avait suffisamment d'informations dans les fichiers de build pour trouver tout seul ce qu'il devait lancer. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, il y a aussi des options de configuration.
Et ces options de configuration elles sont sous test resource. Et donc là, je peux déclarer moi-même que je vais avoir un conteneur qui s'appelait fake SMTP. Je vais utiliser cette image Docker. Et derrière, je vais mapper le hostname que va me renvoyer le conteneur vers la variable smtp.host. Et je vais mapper le port exposé 25 vers cette variable micronote smtp.port. Donc en fait, ces deux variables-là vont être automatiquement remplies à partir des informations du conteneur et injectées de manière transparente dans mon bin grâce à la notation addValue. Donc j'ai un test qui est là, évidemment. Alors mon test ne fait pas grand-chose, il fait juste... S'il te plaît, déploie. Non, tu veux pas le déployer? J'ai une petite croix là. Il fait juste send welcome email. Donc là, on va voir si je lance ça. On va voir ce qui se passe. Il m'a démarré le serveur SMTP derrière pour mes tests. Il a terminé. Donc en fait, voilà, j'ai juste eu besoin de configurer dans quelques lignes de YAML où était mon serveur. Je lui ai expliqué de manière conventionnelle comment ça se mappait vers des propriétés. Et c'est tout. Donc là, vous avez quelque chose qui est relativement simple, qui vous permet d'exploiter des conteneurs que vous pouvez trouver dans la nature. Sachant que, en fait, les options qui sont là sont beaucoup plus riches que ce que je montre juste là. Vous avez des options qui permettent de, évidemment, de changer l'image name. Donc même pour le conteneur Postgres, par exemple, vous n'avez pas spécifié quelle était l'image que vous pouviez utiliser, vous pouvez la surcharger. Ou alors vous allez pouvoir configurer aussi ici les mappings de file system, voilà, comment envoyer des fichiers de configuration, ce genre de choses. D'accord ? Donc là c'est vraiment le mode le plus pratique, puisque même si nous on ne supporte pas dans Micronaut la technologie que vous utilisez en production, évidemment vous pouvez venir nous voir et puis dire tiens, est-ce que ce serait possible d'ajouter le support de telle technologie, mais dans le temps vous avez toujours cette possibilité là qui vous permet de configurer ça de manière conventionnelle. D'accord ? Donc pour moi c'est vraiment un des aspects les plus importants à se souvenir de cette configuration, c'est que vous n'êtes pas limité à ce que vous avez sur le Micronaut Test Resource sur le GitHub. Alors, je vais revenir sur mes slides. Alors malheureusement, comme il me reste que 7 minutes, je vais pas avoir le temps de faire la dernière démo, mais c'est pas grave. Je vais vous parler quand même. Donc c'est le dernier truc, c'est comment on peut faire en fait. Là j'avais deux aspects. J'avais ce qui est intégré dans Micronaut Test Resource, built-in. Il y a en fait j'ai des conteneurs Docker que je peux réutiliser. Mais le dernier, et pourquoi on n'appelle pas ça Micronaut Docker ou Micronaut Test Containers? Parce qu'en fait en interne on utilise Test Containers pour faire ça, d'accord? En fait c'est parce que vous pouvez implémenter vos propres test resources qui vont pas forcément utiliser Docker. Vous pouvez implémenter des test resources qui vont faire n'importe quoi. Et donc l'idée de la dernière démo, c'était de vous montrer que vous pouvez faire ce genre de choses où vous allez avoir une propriété à résoudre qui va être my.user.name, et puis vous allez implémenter un resolver qui va se faire en gros avec deux méthodes minimales implémentées. Il y en a plus si vous voulez le faire, mais deux minimales. Une qui simplement dit quelles sont la liste des propriétés que ce test resolver est capable de résoudre, puisque je vous ai expliqué que c'est quand une propriété manque qu'on va aller injecter ces systèmes. Et là, si la propriété myuser.name n'est pas définie dans la configuration de l'utilisateur, on va l'injecter et on va renvoyer la valeur world. D'accord ? Donc c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment comme ça que sont implémentées toutes les ressources que vous avez built-in. Elles fonctionnent sur le même principe. Alors vous avez des classes abstraites pour tout ce qui se base sur Docker, etc. Mais le principe c'est toujours le même, c'est dis-moi quelles sont les propriétés que tu es capable de résoudre. Et donc là, hop, on va les renvoyer. Donc, qu'est-ce qu'on supporte dans Test Resource de base? Donc JDBC, je vous en ai parlé aussi, réactive au niveau des contrôleurs, mais on fait aussi réactive au niveau des bases de données, donc R2DBC.
Donc sur les bases de données Postgres, MySQL, Oracle et SQL Server. S'il y en a d'autres dont vous avez besoin, bah faut venir nous voir. Donc sur les... Ça c'est à peu près tout ce que supporte Test Containers, donc Elasticsearch, Kafka, Mongo. Je vous parlais de MQTT, donc là c'est les deux technos qu'on supporte out of the box. Neo4j, Redis pour le cache, et puis ça c'est sympa, c'est si vous avez si vous faites du cloud et que vous avez les credentials sur le cloud, bah, vous avez la Vault qui est directement intégrée, donc c'est relativement sympa pour simuler tout ça. Le test container support générique, lui, il est vraiment utile quand bah, vous n'avez pas les conteneurs directement intégrés. Et puis si vous avez vraiment pas de chance, ou alors que ce que vous faites est spécifique et vous avez besoin, je sais pas, d'aller rechercher des ressources sur un réseau, n'importe quoi, ben vous pouvez encore aller implémenter vos propres ressources de test et les injecter. Donc moi ce que je voudrais insister, et là j'ai pas trop eu le temps de le faire, mais il y a des décisions de design qui ont été prises explicitement là-dedans. La décision de design, c'est d'avoir un serveur de test séparé de votre process d'application. Alors pourquoi on a fait ça? C'est notamment pour supporter le natif. Pas que. Mais en gros, si certains d'entre vous ont déjà utilisé Test Containers et ont essayé de faire des tests natifs avec, ça marche pas. Parce qu'il y a plein de configurations à faire, il y a plein de trucs dynamiques, ça fonctionne pas. Et ça, en plus, ça va polluer votre classe pass de test avec plein de librairies. Donc vous voulez pas forcément. Ben là en fait on se prémunit de ces problèmes-là parce que vous allez avoir un service de test qui va être séparé et c'est dans ce service de test qu'on va injecter Test Containers. Et votre serveur Micronaut communique avec ce serveur de test. D'accord? Donc ils sont vraiment séparés les deux. C'est aussi ça qui nous permet d'avoir le même serveur de test qui cause à deux projets différents. Qui sont sur la même machine, mais deux checkouts différents. Donc ça, ce service de test séparé, c'est vraiment un choix d'implémentation qui nous permet de résoudre tout un tas de problèmes, et notamment que si les ressources de test sont compliquées à mettre en œuvre, vous n'avez pas besoin de les compiler sous forme de natif pour pouvoir lancer vos tests en natif, puisque vos tests vont être compilés en natif, donc c'est du JUnit, imaginez en bytecode de votre machine, qui va s'exécuter, mais au moment où ça va parler à la base de données, ça va être le serveur Java qui va le faire. Donc là, pour le coup, c'est séparé. C'est clair ou pas? Très bien. Les ressources, je mettrai ça donc sur mon Mastodon. Sinon, le launch c'est ça. Tout ce qui est Micronaut, j'ai pas parlé, c'est open source, donc vous pouvez aller voir plus spécifiquement ce projet-là. Et donc là, il y a le petit scan pour open feedback. Merci. Et puis il me reste 1 minute, 2 minutes avant de vous lâcher. On va faire une dernière application Micronaut. Non, on va pas l'implémenter, je l'ai implémenté avant. Et donc c'est le fameux tirage qui est là, parce que j'ai 2 tirages photos à faire gagner. Et oui. Et donc j'ai fait un serveur Micronaut qui va nous permettre de vérifier qui gagne. Et donc j'ai mis, alors si je me suis pas trompé, il y a 12 rangées. Il y a à peu près 11 sièges par rangée, donc rangée 1, numéro 1. Et puis on va lancer ça, on va tirer. Alors c'est approximatif parce qu'en haut il y a moins de rangées. Et de toute façon, c'est moi qui décide qui gagne. Alors, allez, on lance. Ceux qui ont suivi savent qu'on met Gradle Run. Et donc là, vous voyez que je renvoie du HTML directement. Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Hop, on va faire gagnant. Alors, le premier, c'est pour le petit. Rang 11, siège 4. Alors, qui est-ce qui compte? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors ça sera le premier, vous retenez le 11-4. Il y a quelqu'un? Vous pouvez prendre la 4e personne, ça marche aussi. Ah voilà. Et pour le deuxième, 5-7. Bon, bah écoutez, j'ai que 10 secondes pour les questions, donc ce qu'on va faire c'est les questions dehors. Voilà. Et pour le deuxième, je sais pas, en 5. Merci.